Vous avez pu le voir sur ma chaîne, en ce moment je suis pas mal branché console portable des années 2000, donc j'ai voulu me remettre à la Nintendo DS, et comme souvent quand je replonge dans une machine, j'essaie de l'attraper par un autre bout. Me mettre dans un état d'esprit différent que les fois précédentes pour éventuellement constater de nouvelles choses qui m'auraient échappé la dernière fois que j'y ai joué. Faites cet exercice aussi de trouver une nouvelle raison de rallumer une console pour garder votre motivation au plus haut. L'an dernier par exemple je jouais pas mal à la 3DS et la Wii U, donc ça m'amusait de jouer à des jeux Nintendo DS dessus via la rétrocompatibilité et la console virtuelle. Ça changeait des petits trucs notamment avec l'ajout du stick. Cette année, c'est sur le hardware original que j'y joue, et ça passe encore très bien. Visuellement, c'est pas une PSP, mais parce que les jeux ont tendance à être plus colorés, ou avec une 3D low polygone qui vise pas le photoréalisme, c'est un style qui vieillit plutôt bien. Surtout que les écrans sont encore très beaux, bien lumineux, avec des couleurs vibrantes. Du moins, sur tous les modèles, excepté la FAT. Et pourtant, c'est à la FAT que j'ai joué dernièrement, alors que les écrans sont moyenâgeux comme pas permis. Ça fait un peu mal de revenir sur un rétro-éclairage et des couleurs bien plus fades. Mais ça correspondait parfaitement à l'époque que j'avais envie de revisiter. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous présenter les tout premiers jeux Nintendo DS. Ceux sortis en 2004, en 2005 et donc avant l'arrivée de la DS modèle Lite. C'est pourquoi la DS Tank me semblait être le meilleur choix pour mon voyage dans le temps. Mais pour que ça soit un poil plus acceptable, plutôt que d'enchaîner directement PSP 3000 puis DS Tank, j'ai rejoué à la Game Boy Advance SP avant, pour réinitialiser les attentes de mes yeux. Et aussi parce que les jeux de fin de GBA sont ceux qui ont le plus de chances de partager encore quelques similarités avec ceux du début de vie de la DS. Comme ça, la transition se fait en douceur. C'est super important, je trouve, de jouer à des consoles dans le bon ordre pour maximiser le plaisir qu'elles te procurent. Ça me viendrait jamais à l'idée de jouer à la PC Engine direct après la Xbox. Non, il faut que je me remette dans un mood console des années 80 avant ça. Bah pour la DS, c'est pareil. Encore qu'elle a énormément de jeux intemporels qui peuvent s'apprécier à tout moment, mais moi je sens que je m'investis plus quand je fais l'exercice de reformater mon cerveau pour une certaine époque. D'où la raison pour laquelle j'enchaîne les consoles portables des années 2000 comme je vous l'ai dit. Parce que selon moi c'est la période où les consoles portables étaient au summum de la créativité, avec des évolutions hardware qui avaient du sens pour permettre des gameplays totalement différents que sur salon. Alors que dès les années 2010, les consoles portables s'éloignaient un peu de ça pour tenter plutôt d'émuler la sensation d'avoir des jeux salon dans ta poche. Et ça, c'est pas la même philosophie. C'est bien aussi, mais les années 2000 ont quelque chose qui leur est propre. On était encore émerveillés par comment les développeurs allaient exploiter le double écran, le tactile ou le micro. Et la première année de la DS est pas mal pour illustrer ce que la bête était capable de faire. Parce qu'on a eu plusieurs vitrines qu'on va passer en revue maintenant dans l'ordre chronologique. On va retracer ce que c'était le parcours d'un joueur de l'époque qui achète sa console Day One et qui se chope des jeux progressivement en même temps qu'ils sortent. Notez que je me base sur les dates de sortie originales, donc souvent c'est celle du Japon. Je vais pas présenter la totalité des jeux non plus parce qu'il y en a trop, et je pense que vous m'excuserez de pas inclure toutes les variations du Mahjong. Mais je pense avoir isolé une sélection assez représentative. La Nintendo DS est sortie en 2004. Ça remonte, Enfin, en Europe, on a dû attendre mars 2005, mais au Japon, c'était début décembre 2004, et aux États-Unis, fin novembre 2004. Donc déjà, on démarre sur une anomalie. Super Mario 64 DS, le seul jeu intéressant du line-up US, est sorti en Amérique avant le Japon. Graphiquement, c'était un sacré bond après la Game Boy Advance d'avoir enfin un portage Nintendo 64 en full 3D sur une machine nomade. Portage oblige, il exploitait pas trop les gimmicks de la console, donc ils ont rajouté des mini-jeux dans un autre menu. C'est rigolo quelques minutes, mais ça valait pas la vraie vitrine technologique du lancement japonais en décembre, WarioWare Touched. Excellent jeu, et c'est une prouesse que toutes les capacités de la machine soient aussi bien exploitées si tôt dans la vie de la machine. On est bien loin d'une Wii U qui arrivait pas à convaincre de l'utilité de son gamepad avec son line-up. Mais je vous rassure, on en a tout de même eu des jeux nuls à chier au lancement de la DS. Pokémon Dash. J'ai encore la haine contre lui. J'attendais tellement Diamant et Perle à l'époque que j'ai sauté dessus pour patienter, juste pour la licence. Mais comment c'est nul, ça consiste seulement à donner des coups de stylet pour faire courir Pikachu dans la direction de la flèche. Aucun intérêt, c'est méga moche et ça gueule Pika Pika tout le temps. On passe en 2005 avec Yoshi Touch and Go. Ça vole pas trop haut non plus. Encore des déplacements full tactile qui ont le mérite d'expérimenter de nouvelles choses sur console. C'est pas qu'un simple jeu Game Boy sur 2 écrans. Mais à ce stade, on sentait que les devs étaient pas encore tous très inspirés. Ou alors qu'ils étaient dans le rush de sortir leur jeu au plus tôt pour le début de vie, donc ils avaient pas le temps de faire des aventures plus denses. Là, t'en fais très vite le tour, c'est archi court. Another Code mémoire double, c'est déjà plus intéressant parce que c'est une vraie aventure solo, exclusive, bien produite, et qui exploite de temps à autre les spécificités de la DS pour les phases d'énigmes et d'enquête.
C'est mieux que le remake Switch de cette année, mais selon moi ça reste un jeu qui a pris un coup de vieux en termes de design et de lisibilité. Avec Kirby Power Paintbrush, on retourne sur une philosophie à la Yoshi Touch & Go, full tactile, pas brillant, mais quand même plus nerveux, donc un poil plus stimulant. Nintendogs, le phénomène, ça a été mon tout premier jeu DS, et je pense qu'il a ouvert la voie des jeux grand public qui ont su capter une audience qui ne jouait pas forcément aux jeux vidéo à la base. Exactement comme le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, que vous connaissez tous, que j'ai relancé récemment. Ça tourne vite en rond, mais c'est toujours fun d'avoir un aspect scoring arcade sur des épreuves mentales. Advance Wars Dual Strike, en revanche, c'est un jeu vidéo plus traditionnel. Un tactical qui fait suite aux épisodes GBA, sans chambouler le genre, mais c'est toujours cool d'avoir une série qui s'éloigne des univers moyenâgeux avec des épées. Cerebral Academy revient sur les pas de Kawashima avec des mini-jeux de réflexion rigolos, mais avec une esthétique plus colorée, plus grand public. Nanostray, un beau shoot'em up vertical en full 3D, ça changeait des sprites digitalisés de la GBA. C'est pas un bullet hell shooter tel qu'on en voyait en salle d'arcade au Japon à la même époque, mais il y a quand même plein de boulettes à esquiver, avec des passages ardus bien chargés, donc c'est pas statique comme gameplay, c'est satisfaisant d'être toujours en mouvement. Ça exploite pas vraiment la console, il aurait pu sortir sur PSP, mais je tenais à le mentionner parce que j'ai pas l'impression que ça soit un genre de jeu très représenté sur DS. A noter qu'il est sorti aux US en premier. Super Princess Peach. Je vais pas m'attarder dessus vu que je vous en ai parlé longtemps dans ma vidéo sur la DS Tank, que je vous conseille d'aller regarder une fois que vous aurez fini celle-là, si vous voulez en savoir plus sur les spécificités pas banales de ce premier modèle de Nintendo DS. Pokémon Link, un puzzle game, match 3, tout ce qu'il y a de plus classique, à la différence près que c'est pas un match 3, c'est un match 4. Et c'est pas des fruits, des gemmes ou des bonbons, c'est des têtes de Pokémon. Pourquoi pas pour les fanboys qui veulent perdre leur âme quelques heures sur un concept très addictif, mais c'est marrant, comme dans les menus et l'histoire, ça ressemble pas au style de Pokémon. C'est bien plus cartoon, mais en mode Cartoon Network. Metroid Prime Pinball, et pas Metroid Pinball. La licence Prime avait pris le dessus à l'époque. Je connaissais, mais j'y avais jamais joué, et j'ai été très surpris cette année de constater que c'était pas en 3D. C'est de la 2D avec des sprites digitalisés. On se croirait revenu sur GBA avec Super Mario Ball. Mais le double écran permet d'avoir une bonne vue globale de la table sans avoir à scroller ou changer d'image comme c'était le cas sur Pokémon Pinball. Bon, moi je trouve que ça manque de contenu et je suis pas assez fan de Pinball ou de Metroid pour kiffer, mais je note quand même que c'est le premier jeu compatible avec le Rumble Pack qu'on insérait dans le port cartouche GBA. En voilà une autre de bonne idée de la DS. Les accessoires qui se branchaient sur le deuxième port, ça permettait de pousser la créativité encore plus loin sur portable. Nintendo Touch Golf Birdie Challenge. Le titre du jeu donne toutes les informations qu'il vous faut pour comprendre ce qui vous attend en l'achetant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Nintendo avec aussi peu de personnalité. Bah oui, généralement t'as une mascotte connue, mais là non, c'est juste des humains, et c'est moins captivant que Wii Sports. Mario Kart DS par contre ça tue, c'est hyper jouable, très agréable, le gameplay peut devenir vraiment technique, donc tu peux pousser le jeu assez loin. Et si t'ajoutes à ça tout le contenu entre les coubes rétro, le mode mission et le mode online à l'époque, ça en faisait un des jeux les plus complets de la DS à sa sortie. Et encore aujourd'hui, ça reste un excellent jeu que je recommande en priorité si vous avez prévu de replonger dans la console. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Bah dis donc, ça en fait des jeux Pokémon pour une première année. Et toujours pas de 4G. Celui-là, il était pas mal à l'époque pour patienter parce qu'il avait une vraie dimension RPG. Et plutôt qu'avoir deux versions sur la même console, c'est malin, ils ont sorti la version rouge sur la GBA. Donc c'est bien la preuve que c'est pas un titre fait sur mesure pour la DS. Même si c'est pratique d'avoir la map sur le second écran. Animal Crossing Wild World, quant à lui, permettait enfin de faire rentrer la série dans le monde de la portabilité, avec un genre de jeu qui s'y prête bien, vous en conviendrez. C'est la suite d'Animal Crossing sur GameCube, et c'est l'épisode qui a introduit, entre autres, la représentation du monde curvé, propre à la série. Mario et Luigi, les frères du temps. Un des tout meilleurs jeux de cette première année. La suite de l'épisode GBA, qui profite de 2 boutons d'action en plus, grâce à X et Y, et surtout d'un deuxième écran, pour des patterns encore plus fun pendant les combats. Sans s'encombrer du tactile et du microphone, ce Mario et Luigi, il exploitait quand même hyper bien ce qui faisait la force de la console. Programme d'entraînement cérébral avancé de l'autre docteur là. Oui, au Japon, c'est sorti la même année que le premier, le 29 décembre 2005. Et ça sera le dernier jeu de notre sélection. Belle première année, vous trouvez pas ?
Même si c'est que l'année suivante, en 2006, qu'on va commencer à voir arriver les méga hits que sont Metroid Prime Hunters, New Super Mario Bros. Ou encore Pokémon Diamant et Perle. Mais ça sera pour une autre fois, si un jour je me motive. En attendant, je vous recommande ma vidéo sur la DS Tank, ou la PSP si vous voulez passer chez la concurrence.